Alors, bonsoir tout le monde. Alors, merci d'être là. Voilà, on s'excuse des quelques minutes de retard. Voilà, on en est, bon, étant donné le succès de nos invitations, nous avons dû faire, comme on dirait en cuisine, 2 fournées parce que Zoom nous donne une limite d'invités. Donc, voilà, on vient de terminer le premier volet du vernissage et on est heureux de vous accueillir pour vous faire le tour de cette belle exposition de façon virtuelle, chez vous, confortablement. Au chaud, aujourd'hui, on l'apprécie, la chaleur, là. On en a manqué un petit peu. Alors, voilà, sans plus tarder, je vais juste je vais disposer mes petites images ici, voilà. Alors, je vous présente, sans plus tarder, les noms de nos participants que vous avez vus sur le carton d'invitation. Et voilà dans l'ordre dans lequel nous allons procéder. Attendez, je vais vérifier un dernier petit détail ici. Partager par-dessus le son, ça va. Alors, donc, Julie Guiberteau, Robert Morin, Maryse Bergeron, Valérie Grange, Marie-Claude Julien, Jean-Pierre Bonin et Isabelle Parisella vont vous partager leur passion, ce qui les a animés pendant toutes ces semaines. Tous ces mois, en fait, on a commencé le projet au mois de mars. Et là, pendant la présentation, le seul micro qui va être ouvert, ça va être le mien et celui dont on présentera les images. Et à la fin, je demandais à tout le monde si vous avez des commentaires, des questions, on va être heureux de les accueillir et de les lire en direct et de répondre à vos questions si vous en avez. Alors, qu'est-ce que les 7 participants de cet atelier qu'on appelle les projets Feu vert? En fait, c'est le 18e projet Feu vert que j'anime dans les 10 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passionnés de photos qui veulent aller plus loin que collectionner des nouvelles photos, des nouveaux sujets, des nouvelles expériences et veulent aller plus en profondeur. Donc, ils ont tous choisi, en début de projet, un thème personnel à explorer pour assembler sous une forme de série photo pendant tous ces mois et qui étaient des mois, Dieu le sait, hein, quand on a eu des mois assez difficiles et assez limitatifs, mais la créativité, la photo, a permis à tout ce monde-là de s'engager à monter une série de photos personnelles parce qu'on est chanceux, c'est un art qu'on peut pratiquer dans une période comme celle-ci, que ce soit à partir de chez soi ou de sortir dehors puis aller faire de la photo. Donc, choisir son thème personnel qu'on approfondit sur 3 saisons. C'est ce qu'on fait toujours dans un projet Feu vert. Et je spécifie à la fin avec confiance parce que c'est pas qu'il faut rentrer dans le projet avec confiance, c'est que le processus du projet avec les autres participants va nous amener à développer notre confiance. On va découvrir au départ l'œuvre de grands artistes du médium photographique, puis apprendre à s'en inspirer parce que je vais choisir des artistes en fonction des projets, des gens qui vont travailler, qui vont œuvrer pendant tous ces mois. Donc, c'est ouvert à tous, hein? Ça n'a pas besoin d'être un grand photographe d'expérience, mais peu importe où vous allez être, je vais vous amener par du coaching à partager avec les participants et que chacun, sans compétition, supporte et aide les projets de chacun et amène de l'eau au moulin, amène des suggestions, amène des idées, des encouragements parce qu'on en a besoin parfois sur une longue période. On a des creux, ça arrive à tout le monde. Et c'est ce qui fait souvent après le creux qu'on va aboutir à quelque chose de plus puissant. Donc, s'engager, mais s'engager à chaque mois d'amener des nouvelles photos. Donc, tous les participants, à partir de leur projet, devaient être dans la création, dans l'activité photo pour pouvoir toujours approfondir le thème. Puis, on apprend, évidemment, comme à chaque rencontre, on met les thèmes, j'allais dire les photos sur la table, c'est ce qu'on faisait habituellement dans une salle, mais là, tout le projet s'est fait à distance, en Zoom, mais de façon interactive. Tout micro ouvert, les 7 participants étaient là et on présentait les photos de chacun et on y allait de commentaires. Donc, on développe notre vocabulaire photo, notre façon de s'exprimer sur comment un projet évolue, comment on voit le projet personnellement et comment on reçoit le feedback des autres pour faire évoluer notre projet. Donc, c'est vraiment un projet de groupe, tout en étant un projet très personnel. Notre série, c'est une série tout à fait personnelle qu'on choisit. Sans plus tarder, on plonge. Hein? J'ai dit que ce projet-là, et dans le carton d'invitation, vous aviez le mot qu'on amenait l'audace dans votre salon. Bien, ces participants-là ont
choisi des projets cette année, parce que chacun choisit son projet, mais plusieurs avec quelques expériences déjà, et on a choisi d'aller un peu plus loin dans l'audace, comme celui de Julie qui nous parle de réflexion réfléchie. Bon, qu'est-ce que Julie a choisi comme thématique? C'est venu suite à une sortie qu'on a fait. Bon, j'anime à toutes les saisons le kilomètre photo, qui est une activité qui se fait sur le terrain. Et Julie, pendant une sortie, j'avais suggéré de faire des photos de réflexion dans les vitrines du centre-ville de Saint-Jean. Et comme elle a aimé les résultats qu'elle a eus, ben, elle s'est dit, tiens, je vais me mettre à regarder les réflexions partout, essayer de voir comment je pourrais arriver à voir le monde, mais tout en réflexion. Mais après quelques rencontres avec justement les autres participants, ce qui s'avérait le plus puissant, c'est quand elle était dans des photos sur des surfaces vitrées ou miroirs. Et là, dans l'action, ben, s'est rendu compte qu'on a beau avoir un effet réfléchissant, ben, il faut essayer de ne pas perdre son sujet puis pas se perdre dedans. Donc, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de concentration pour bien voir ce qu'on va rendre. Est-ce que c'est vraiment l'image, le reflet de ce qu'on veut? Puis comme elle dit, ben, comme dans la vie, hein, ben, l'image ne sera pas la même pour tout le monde. Puis des fois, on dirait que ce qu'on a vu au départ, ben, oups, il disparaît, puis il apparaît quelque chose d'encore plus fort. Alors, plongeons dans les images à Julie. On y va avec ce qu'elle a appelé sa photo fondatrice, la photo qu'elle a fait à Saint-Jean à l'hiver dernier. Un véhicule qui se reflétait dans un châssis double, donc double effet de miroir, comme s'il était superposé les véhicules. Et là, ça l'a beaucoup amusé. Il a choisi de plonger, puis bon, pour sa petite tendance à apprécier les véhicules, Julie, elle voyait plein de choses qu'on ne voyait pas dans les véhicules, comme ceci, hein, une réflexion Vieux-Québec, en partie dans un pare-brise, en partie sur un capot. D'ailleurs, toutes les photos de la série Julie sont faites telles quelles. C'est une observation de ce qui est là. Il n'y a pas de remanipulation, de rajout de couleur ou tout ça. C'est vraiment des réflexions vues dans des objets. Dans celui-ci, soyons calmes, Julie n'est pas au volant, ça va, elle a son chauffeur, mais elle observe tout le temps, oups, miroir, réflexion, qu'est-ce qu'il y a ici? Et là, on a vraiment réflexion dans le miroir, réflexion dans les fenêtres de la voiture. Donc, observation sur l'arrière d'une voiture, l'arrière d'un véhicule, où on revoit le Vieux-Québec et on revoit au travers la fenêtre du véhicule encore un autre type de réflexion plus près. On se demande si on est dans un rêve ou si on est dans une grande ville tout en miroir. Et là, quand on tombe dans le milieu urbain, eh bien là, on s'amuse ferme avec les jeux de réflexion. Où est le début, où est la fin, où est le vrai, où est le reflet? À couper le monde en deux parfois. Un simple angle de différent dans les grandes baies vitrées et tout à coup, on est dans deux mondes différents ou dans un monde en mouvement. C'est pas parce que c'est du verre que c'est nécessairement un miroir plat. Mais ça nous fait danser. Ah, et quand il y a des lumières d'allumées, oups, on a tout à coup l'intérieur du bâtiment qui apparaît. Et ici, Julie nous partageait tantôt que dans celle-ci, ben, c'est les grands silos qu'on voit dans le Vieux-Port de Québec. Mais ils sont tellement transformés par le jeu de reflets dans le bâtiment qu'on est dans une espèce de monde de bande dessinée japonaise, là, tout à fait étonnant. En tout cas, l'architecte qui a construit ce bâtiment-là, il ne s'y retrouverait peut-être pas avec ses garages en bas et ses fenêtres en haut. Donc, il suffit que la surface qui réfléchisse ne soit pas plane et on part en voyage avec Julie. Et parfois, on fait un petit voyage plus calme, de jeu de superposition, ici dans Montréal. Mais là, encore là, il faut trouver où aller stationner pour faire nos photos. Alors, ce voyage que Julie nous a amené à faire dans... Bon, il faut que je retrouve notre amie Julie. Ah, elle est ici. OK. Donc, Julie, ton voyage que tu nous as fait, puis bon, je dis qu'on a fait, mais quand on est dans une exposition puis qu'on voit l'œuvre d'un artiste, ben souvent le premier réflexe, c'est après avoir vu toutes les photos une première fois, on revient pour voir les autres.
lesquels nous ont plus accroché. Ben voilà, on vous offre un deuxième tour de son exposition avec Julie qui va simplement nous dire, nous parler de son expérience un peu par rapport à ton point de départ puis le partage avec le groupe. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, oui, c'est ça, le point de départ était quand même assez fort. La réflexion, en fin de compte, de ce Vaux en double. Oui. Et, donc, ça, en fin de compte, après, comme on a continué la matinée, j'ai regardé, il y avait d'autres images étonnantes. J'ai dit, je peux peut-être comme explorer ce point de vue-là. Puis, ce qui m'a plu, en fin de compte, c'est que il fallait comme pas tourner autour du pot parce qu'il n'y avait pas de pot, là, mais il fallait comme tourner autour du sujet quand même pour pouvoir avoir le sujet qui restait dans l'image, enfin dans la réflexion. Donc, il y a eu plusieurs clichés de prix pendant mes sorties, là. Mais c'était puis avec le groupe, c'était comme assez très enrichissant parce que on avait l'avis de tout le monde là, sur les images, puis de faire une série finale, c'est pas forcément évident non plus, parce qu'il y avait beaucoup de photos dans mon 7 mois ou 8 mois de prise de vue. Puis je voulais remercier aussi mon chauffeur qui m'a permis de prendre la photo du pont de Québec, qui est Marie-Claude Julien. Quand on verra les photos tantôt. Tout à fait. Mais merci, Julie. Bienvenue. Alors, on termine ce deuxième voyage dans ces images tout à fait étonnantes. Et on l'a dit que on pouvait être plus audacieux avec la photo. On peut changer nos points de vue, changer nos sujets, jouer avec les miroirs, jouer avec les formes, ou simplement développer un regard très attentif sur des choses qui, devant nous, les gens peuvent simplement passer sans les remarquer. Alors, c'est là que notre ami Robert Morin va nous amener dans ses œuvres sculpturales en extérieur. Bon, je sais qu'on avait-tu le goût d'aller marcher, puis d'aller prendre l'air un peu, puis d'aller bouger pendant cette période où on a senti beaucoup de limitations. Donc, Robert s'est promené, il s'est dit, OK, les musées sont pas ouverts, les galeries sont pas ouvertes, j'ai le goût de voir de l'art quand même. Je vais aller me promener puis voir l'art qui est disponible, l'art qui est en extérieur. Bon, pourtant, dans ces lieux-là où les gens qui travaillent tout près, qui sont passés 50 fois devant, on dirait que ces objets-là deviennent presque anonymes et n'existent plus. Pourtant, quand on les découvre pour la première fois, Robert, lui, arrivait avec son regard neuf sur ces sujets-là, sur ces œuvres-là, pour le plaisir de faire une œuvre dans l'œuvre. Donc, au final, comme on le dit dans le titre de notre exposition, c'est pour le plaisir des yeux. On fait la photo pour le plaisir de se ravir par notre regard renouvelé sur des choses qui sont là, que d'autres, tout à coup, voient beaucoup moins. Et Montréal est une grande galerie à ciel ouvert. Il y en a de plus en plus d'art public un peu partout. Mais comment on les cadre, comment on les sélectionne, comment ces artistes-là ont voulu que leurs œuvres interagissent avec le milieu autour. Et Robert reprenait ce regard en tant que spectateur pour nous remontrer ces œuvres-là qui nécessairement, les artistes ont choisi de s'inspirer du lieu où l'œuvre devait être installée. Alors Robert nous a fait planer, nous a fait promener autant en contre-plongée ici et d'intégrer à certains moments les œuvres carrément dans l'univers urbain dans lequel elles sont installées. Et parfois, elles deviennent complètement uniques, comme si c'était des flammes dans le milieu d'un champ, quand dans le fond, on est toujours dans un milieu urbain, dans un grand parc, dans un site où ces objets qui ont l'air des petits berceaux, ici, sont des trucs qui pèsent souvent plus qu'une tonne, qui sont immenses. Et dépendant du point de vue qu'on va adopter en dessous, sur le côté, de loin, l'œuvre se transforme. Et Robert s'est amusé à aller choisir l'angle, le point de vue qui, lui, trouvait qu'il était le plus fidèle, mais en ayant fait plusieurs images de chacune. Et ça a été son grand plaisir. Si on n'était pas dans un contexte visuel, éclaté, comme on peut l'être sur l'écran, mais dans une salle, peut-être qu'on aurait pu montrer plusieurs images
de la même sculpture pour vraiment s'amuser à tourner autour, comme l'artiste a dû y penser quand il l'a conçu. Mais l'intégration de ces œuvres-là dans leur milieu, comme Robert l'a fait, donne tout à coup cette valeur aussi ajoutée aux œuvres qui sont là. Même celle-ci, j'aime bien dire que c'est l'œuvre dans l'œuvre dans l'œuvre dans l'œuvre. On parle d'une histoire d'un livre qui est devenu un film, L'homme qui plantait des arbres, qui est devenu ici une sculpture et qui est devenu une photo de cette sculpture-là. Donc, l'œuvre a cheminé a passé par toutes sortes d'arts pour arriver ici devant vous, pour nous faire valser, hein, pour nous faire danser comme au cirque. Puis certains autres artistes ont choisi une grande sobriété, des lignes pures, du graphisme. C'est ce que Robert a choisi de souligner. Donc, il adaptait son regard à l'œuvre, à la signature de l'artiste pour lui-même y apposer le sien. Et on a fait un petit saut ici pour quitter Montréal en été. On est allé du côté de Baie-Saint-Paul, où l'art public de plus en plus s'installe un peu partout. Et peut-être jusqu'au ciel, peut-être jusqu'à la Lune bientôt. Donc, ça peut être très simple, très graphique, puis ça peut être comme en photo. On peut être très puriste ou on peut remplir l'image d'informations. Mais Robert a réussi dans cette série à rendre honneur aux artistes tout en s'amusant lui-même en tant qu'artiste. Alors, notre ami Robert, si tu veux nous parler un peu de ton aventure autour de toutes ces œuvres, Robert. Ben, c'est un peu comme tu disais, je veux dire, c'est plate cet été, alors bon, il fallait bien trouver quelque chose à faire. Alors, se promener au travers de la ville, aller chercher toutes sortes de choses. Et tu as trouvé des bijoux, en tout cas. J'ai trouvé des bijoux, j'ai trouvé du toc, j'ai trouvé bien des choses. Oui, bien comme toute aventure photo, hein, Robert nous parlait que tantôt qu'il a vu presque une centaine d'œuvres. On sélectionne, on choisit les meilleures lumières, les meilleurs angles. Et probablement qu'on n'est pas en amour avec toutes les œuvres qu'on voit. Hein? Et c'est le plaisir de la photo. Tout à fait. On a le loisir d'être très sélectif quand on est en photo et de créer quelque chose de nouveau et de personnel. Mais combien de fois, quand tout le groupe, Robert nous amenait ces nouvelles images, les clins d'œil, les coups de cœur qu'on avait sur des œuvres qu'ils réussissaient à isoler de leur milieu ou carrément, comme celle-ci, de les intégrer dans le milieu. Alors, un voyage dans le monde de l'art, un musée virtuel que Robert a créé pour vous ce soir. C'est la tendance, les musées virtuels. Celui-ci vous est offert par notre photographe en résidence. Alors, merci Robert. Oui. Donc, on a dit qu'il y avait de l'audace dans les projets cette année, et tout à fait, on est déjà là, et on s'en va vers peindre le contre-jour avec Maryse Bergeron. Maryse, qui est une artiste qui touche à tout, s'intéresse beaucoup et voit les choses en termes de texture, en termes de forme, et elle voulait justement jouer à peindre ces formes-là, ces textures-là, mais dans le contexte dans lequel elle était, elle a trouvé un outil qui est dans la plupart des appareils photo aujourd'hui, ce qui est le mode multi-exposition. Bon, d'une marque à l'autre, ça peut être surimpression, ça peut être... Mais c'est un mode dans lequel on peut créer une image, mais avec deux images qu'on prend l'une à la suite de l'autre. Donc, ce que Maryse a fait, c'est qu'elle, sur place, elle superposait deux images. Elle choisissait une texture et elle choisissait un décor. Et ensuite, sans être en post-production, ça se fait vraiment sur le site même, de choisir ces deux images et de les emboîter par la magie de l'appareil, l'une sur l'autre. Donc, on peut aller, dans un cas comme ça, bon, arbre et béton, maison, rouille, jouer avec ce qui est sur place et jouer avec le décor qu'on a sur place.
Et là, et pourquoi pas? Bien, voici ce qu'il peut donner, là, et pourquoi pas. Donc, on est sur place, on voit une texture au sol, prend une photo de la texture au sol et prend une photo du lieu, du site. Et là, ben, tout l'art est de comment je combine ces deux éléments-là. C'est pas parce qu'on a de la farine puis du lait qu'on fait tous la même crêpe. Hein? Alors, il faut avoir l'œil, il faut avoir la sensibilité et il faut, après un certain temps, pressentir ce que ça va donner comme image. Alors, Maryse nous a fait voyager dans des textures et ce qui est toujours étonnant, c'est que même si on est sur place avec elle et qu'on la voit faire 2 photos, quand elle nous montre ce qu'elle vient de faire, on est toujours surpris. On dit, ben voyons, c'était là, c'est ici. Oui, oui, c'est cette place-là, et ce coin-là, et cet angle-là. Alors, voyageons dans l'univers imaginaire de Maryse, prise en temps réel sur des sites. On peut être dans un monde très urbain, dans un grand parc, et tout à coup, les textures, les épluchures de peinture sur un mur deviennent un arbre presque vivant. Et non, elle n'a pas mis le feu à la bâtisse, elle a choisi des teintes, elle a choisi des textures. Et tout à coup, parfois, dans une image, cloc, on s'arrête tout à coup, un petit détail, les 2 pigeons qui sont là. Des éléments qui sont tout petits, un peu de branches dans un coin. Oups, des lieux qu'on pense connaître et qui se transforment complètement. Ou une impression de film de science-fiction ou de plongée sous-marine. Créer des nouveaux mondes à partir du lieu où on est, en superposant des textures. Alors, c'est du solide, tout en étant de l'éphémère et de l'imaginaire. Alors, Maryse nous appelait ça « peindre le contre-jour » parce qu'elle a choisi dans cette série-là que toutes ces images, pour avoir l'effet qu'elle recherchait, aussi de viser, de pointer vers le contre-jour pour avoir ce jeu de contraste qu'on a là. Alors, Maryse, comme on va replonger dans ta série, si tu veux nous partager ton expérience. Oui, bonsoir tout le monde. Depuis que j'ai découvert, moi, la double exposition ou la multi-exposition, la surimpression, ça a plusieurs noms. Donc, c'est dans l'appareil photo, là, on peut superposer deux images. Je suis tombée là-dedans, j'adore ça. Et au fil de mes explorations, je me suis rendu compte que quand je prenais une photo foncée, puis quelque chose d'autre, après, ce que je prenais en photo en deuxième ressortait beaucoup. Et moi qui adore les textures, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ressortir les textures sur quelque chose qui est foncé? Alors, je me disais, qu'est-ce qui est foncé? Bien, tout ce qui est à contre-jour. On a vraiment un bloc, une silhouette, et la texture, après, que je peux choisir ou trouver à l'endroit où je suis, va ressortir plus. Alors, je me suis mis à m'amuser avec ça, simplement pour essayer d'aller plus loin dans ce que j'aimais déjà comme technique, si on peut appeler ça une technique, ou comme juste exploration artistique, si on veut, ou photographique. Puis, c'est ça. Donc, ça m'a amené à, d'ailleurs, pendant le confinement et tout ça, dire, mon Dieu, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est bien plate. Ben hop, là, j'ai des photos à faire, moi, là. Il y a des... Donc, l'obligation, de guillemets, d'aller me montrer notre projet aux autres. La semaine qui s'en vient, il y a des nouvelles photos qu'on doit produire. Donc, c'est le fun pour aller... ça nous force à sortir à l'extérieur, faire des photos, être présent, être concentré, puis vraiment avancer là-dedans, puis d'être juste comme... en train de créer, puis j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience. Et parallèlement à ça, j'avais tellement hâte de voir les photos des autres aussi quand on se réunissait. Donc, c'était vraiment bien. Bien, merci, Marie. Oui, puis c'est un fait hein, que le bonheur est dans la concentration et être concentré nous rend heureux. Donc, c'est ce qui a permis et qui a été une belle soupape pour tous ces participants du groupe de... Même si on avait l'impression qu'on nous coupait les ailes dans beaucoup de domaines, le fait d'avoir à partir et à créer des nouvelles images et d'être attaché à un thème qu'on avait choisi, bien, nous amène effectivement
à développer des moments de concentration joyeux et de les partager avec les autres, ben ça, c'était toujours une belle découverte. Donc, et c'est ouvert à des gens qui sont de tous les niveaux en photo, on va le voir, mais l'important, c'est de garder, de prendre un sujet et de l'approfondir, et le feedback des autres est toujours très nourrissant. Donc, et cette année, ben, la grande découverte que ça a été pour moi en tant qu'animateur, c'est que même si on ne se retrouvait pas dans une salle où on avait des grandes tables et on étalait nos photos, ben, on a réussi grâce au même principe que le vernissage de ce soir avec Zoom, mais dans ce cas-ci, c'était très interactif, tout le monde autour de la table, micro ouvert, et on pouvait échanger sur le travail de chacun en le voyant. Donc, on a réussi à contourner la pandémie pour en faire un objet créatif plaisant. Et ce qu'on se rend compte dans la première portion de vernissage qu'on a fait à 7h30 tantôt et celle-ci, c'est qu'on a des gens qui ne seraient peut-être pas déplacés pour venir voir une exposition dans notre salle à Belleuil, mais qui sont de différentes régions. Et ça permet d'élargir la palette, d'élargir les visiteurs et de le faire voir à beaucoup plus de gens. C'est pour ça qu'on a dû faire un deuxième groupe ce soir et on est heureux que vous soyez là avec nous. Et Zoom permet une autre chose aussi, c'est qu'on avait une participante qui a dû retourner dans son pays natal, qui est la Suisse, et Valérie, bien, a pu faire son projet à distance comme ça, avec nous. Valérie a photographié l'eau debout. Donc, qu'est-ce que c'est de l'eau debout? Bien, on va vous montrer ça dans quelques instants, mais on va vous parler de comment elle a fait ça. Bon. Ça n'a rien à voir avec la réalité, mais en fait, c'est tout à fait réel. C'est comment, quand les gouttes d'eau tombent dans un bassin, comment elles rebondissent. Et puis, s'il y a une deuxième goutte d'eau qui arrive, comment elles se rencontrent. Qu'est-ce que ça crée, ces rencontres de gouttes d'eau-là, si on pouvait les voir? Parce que notre œil n'est pas capable de les voir. Donc, ce que Valérie a fait, elle s'installe avec flash et appareil photo et elle va saisir les photos avec des coups de flash pour voir, pour saisir, pour arrêter le mouvement qui est absolument éphémère, qui dure une fraction de seconde. Puis elle a relevé ce défi-là en faisant je ne vous le cache pas, le panel l'a dit, des milliers de photos. Heureusement, les cartes mémoire sont généreuses aujourd'hui et on peut effacer après. Alors, voyons voir comment les gouttes d'eau se rencontrent avec un petit peu de colorant dans l'eau pour qu'elle se détache, un peu d'éclairage, mais surtout la magie de l'instant, de la fraction de seconde où les gouttes se rencontrent, comment elles s'éclatent, jamais pareil. Parfois 2 gouttes d'eau, parfois 3. Ça crée des formes absolument étonnantes et humains comme nous sommes, ben on va y voir parfois des formes humaines, des formes animales, mais des moments, des fractions de secondes tout à fait magiques que Valérie a eu la grande patience de nous montrer comme ça. De capter, premièrement, ici, elle s'est même amusée à faire des trios de gouttes. Tout ce que vous voyez est vrai et a existé. Une fraction de seconde. Et Valérie s'est donnée comme mission de nous le montrer. Pas comme un journaliste qui va dans des territoires inconnus, mais comme une scientifique qui va nous montrer le détail de ce qui peut se passer quand les gouttes d'eau se rencontrent. C'est parfois très élégant. Parfois même le même lieu, on a l'impression que c'est toujours la même goutte, c'est jamais pareil. Toujours quelque chose de nouveau qui se passe, un petit peu d'éclairage, mais c'est la surprise en même temps. C'est un peu comme la chasse photo, c'est comme le photographe qui chasse l'oiseau, il ne sait jamais ce qu'il va faire l'oiseau. Et d'ailleurs, Valérie est une amatrice de photos d'oiseaux aussi. Donc, le côté explosif, le côté inattendu de la chose nous a ravis tout au cours des mois, toutes les fois qu'elle nous amenait des nouvelles images. C'était parfois un étonnement, parfois un rire, parfois un jeu presque clownesque. Et pourtant, on est exactement à la même place que tout le monde. Appareil photo, trépied, flash dans ce cas-ci, mais beaucoup de patience. Que de jeux d'étonnement. Et humain comme on l'est, hein, ben on finit toujours par voir des formes humaines à quelque part. On s'est amusé à y voir
une espèce de personnage là, qui sonnait le glas ou qui avait sa grande épée. La photo a cette caractéristique-là, c'est que peu importe ce qu'on nous montre, chacun va le voir de façon différente. Et c'est le plaisir qu'on a avec vous de partager ça ce soir. Alors Valérie qui d'ailleurs est encore en direct de sa nuit suisse. Quelle heure est-il chez vous, Valérie? 3h05. 3h05, ben donc à 3h05 du matin en direct de Suisse, on a notre amie Valérie qui va vous parler de son expérience à distance. Et elle a fait ça toute l'année. Elle venait nous rencontrer de nuit comme ça. Là. Oui, mais c'était bien le fun. Heureusement que Zoom existe parce que c'était ma première expérience feu vert. J'ai beaucoup hésité pour embarquer parce que c'est pas trop mon style de montrer ce que je fais. Mais ça a été un plaisir énorme. C'est toute une aventure de partage. Je les attendais, nos rencontres mensuelles, avec beaucoup d'impatience. Mais c'est vrai que je me suis aussi beaucoup amusée avec mes gouttes. Oui, beaucoup de comme le chasseur à l'affût, seul dans son, je ne sais pas si on va dire un laboratoire, c'est presque ça, en tout cas un lieu. C'est presque ça, parce que ça se fait dans la nuit complète. C'est juste l'éclairage du flash qui nous fige les gouttes, donc on ne peut pas voir ce qui se passe à l'œil nu. Il ne faut vraiment pas de lumière parasite, il faut vraiment que ce soit le flash qui fige nos gouttes. Donc, on revient au début de la photo avec l'univers de la chambre noire où la photo se découvre dans le noir et se révèle tranquillement. Bien, là, c'est les images se révélaient à la suite d'un environnement tout à fait noir. Mais Valérie, quand le flash déclenchait, est-ce que tu arrivais dans la fraction de seconde à voir l'image? Est-ce que s'imprégnait sur ta rétine ou tu disais « Ah, celle-là va être bonne » ou c'était la boîte à surprise après? Très difficile parce que j'ai 3 flashs. Donc, on est plus aveuglé par cette grosse lumière, même si on règle nos flashs à moindre puissance. Mais les yeux en prennent un beaucoup. On voit pratiquement jamais ce qui se passe. C'est rare qu'on arrive à voir la goutte en réel. Donc, c'est vraiment, comme on aurait dit à l'époque, au développement. En tout cas, donc, quand au post-traitement, hop, là, tu vois les images, j'étais aussi surprise que nous de les voir apparaître. C'est ça. Alors après, en fonction de ce qu'on voit comme image, c'est à nous de régler les microsecondes pour notre goutte qui descend ou notre goutte qui remonte pour avoir la collision au bon moment, puis le déclenchement du flash au bon moment. Donc, c'est tout un calcul, des essais-erreurs énormes. Donc, tu étais une photographe de collision. C'est des collisions, oui, de gouttes d'eau. Des collisions de gouttes d'eau. Oui, mais c'est le fun à faire, je ne m'en lasse pas. Alors donc, comme quoi, du moment qu'on part avec un projet, peu importe ce qu'il est, peu importe s'il est hautement technique ou s'il est d'observer sur le terrain, le plaisir de faire de la photo qu'on a tous eu, les 7 participants, et le plaisir qu'on avait de se les partager par la suite. C'est ça, merci Valérie d'avoir participé de si loin. On a hâte de te revoir sur le territoire québécois quand ils rouvriront un peu les frontières. Et moi donc. Au plaisir. Merci. Donc, on s'en va dans un tout autre univers, un univers aussi qui peut être revisité, qui est choisir de faire un portrait. Mais un portrait pas d'une personne, même si Marie-Claude, elle l'appelle son vieux. C'est son vieux Québec. Son vieux Québec qui est sa ville natale et qu'elle a quitté depuis longtemps pour le travail et qui là revient régulièrement et choisit dans ses visites dans son Québec de se laisser séduire par les promenades dans le Vieux-Québec, mais encore là, le contexte dans lequel on était cette année, ce contexte tout à fait limitatif pour bien des gens puis pour bien des raisons, faisait qu'il était transformé. Peut-être qu'il ressemblait à ce qu'elle a vu plus jeune, peut-être qu'elle avait une vision d'enfant qu'elle pouvait ramener là. Donc, c'est devenu sa muse, ce Québec. Alors, dans ces jeux de lumière, de fin de jour, de début de nuit, on va revisiter le Québec intimiste de Marie-Claude.
Alors, il y a le Québec carte postale, qui est les grands clichés puis les grands bâtiments, puis il y a les petites rues, les petits coins, les petits parcs, et parfois même les voyages dans le temps, où on n'a rien qui nous situe au niveau de temporalité, il n'y a pas de véhicule qui nous disent en quelle année on est. Les ciels ont toujours été des mêmes couleurs, les bâtiments sont là depuis longtemps. Mais les rues vides, ça, c'est plus rare. Et là, curieusement, ce qui était un désavantage pour beaucoup de cette pandémie pouvait, dans certains contextes photos, devenir tout à fait étonnant. Les jeux de lumière de fin de jour ou les soirées d'été qui sont tellement occupées normalement dans le Vieux-Québec devenaient un lieu pour faire de la photo d'architecture, de la photo d'ambiance. On avait l'impression d'être dans une espèce de silence. À chaque fois qu'elle nous montrait ses photos, on avait l'impression qu'il fallait marcher sur la pointe des pieds. Alors, un effet de rêve, puis en même temps, de la pierre partout. C'est vraiment Québec. Mais un Québec qu'elle garde intimiste. Tout accessible, tout près. Un Québec qui fait rêver, mais qui fait rêver dans un autre contexte de grand silence. Comme si, on parlait qu'elle a grandi à Québec, ben, quand on est petit, les choses paraissent tellement démesurées, tellement immenses. La noirceur est un mystère. C'est ce qu'on ressent dans toutes ces images. Et un Noël si tranquille dans le Vieux-Québec. Alors, Marie-Claude, si tu veux nous parler de ton Xème voyage à Québec, mais cette fois-ci, à l'arpenter avec l'appareil à la main pour le redécouvrir. Hein? Oui, le redécouvrir. Ça a été vraiment une belle aventure. Plusieurs visites à Québec en belle compagnie. Les échanges avec le groupe ont été vraiment enrichissants parce que je pouvais arriver avec un angle, puis on me proposait un angle différent ou un ajustement, puis j'y retournais pour la refaire, pour parfaire l'angle ou la proposition que je voulais amener. Donc, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris aussi dans la post-production, ce que je ne faisais pas beaucoup avant. Donc, c'est quand même récent pour moi de m'adonner à cette nouvelle passion. Donc, j'ai beaucoup aussi appris avec la post-production. Puis, ça a été, en fait, sur tous les aspects, un bel apprentissage. Puis, la dynamique de groupe, c'est vraiment enrichissant. C'est super agréable. Donc, ça a été une belle expérience. Puis, c'est sûr qu'à travers tout ça, j'ai découvert aussi que j'aime vraiment particulièrement la photo de nuit. Donc, les fins de journée puis la photo de nuit, ça m'attire beaucoup plus. J'ai découvert ça à travers ça aussi. Alors, tu pourras aller voir Valérie en Suisse, qui est toujours la nuit, elle, là, quand on est là. Oui. On aime ça, en tant que photographe, transformer le monde. Puis en même temps, on aime ça quand tout à coup la lumière le transforme autrement. La photo de nuit, c'est un grand plaisir d'animer des ateliers comme ça, comme tu avais participé à un de mes ateliers de photos de nuit, où on apprend à revoir le monde autrement. Et de l'avoir appliqué ici dans cette belle ville de Québec, c'est vraiment... on sent le côté intimiste, comme tu le disais, ben, il est encore plus présent par ta série, ton choix de l'avoir fait en photo de nuit comme ça, en bonne partie. Tout à fait. Puis, ben, Marie-Claude le dit, hein, c'est pas tant l'expérience qui comptait l'expérience technique qu'on a en photo pour participer à un projet Feu vert, c'est l'intention d'approfondir un sujet et le reste du groupe est là pour nous donner du support. Puis, ben, moi, en tant qu'animateur, ben, je vais aussi répondre aux besoins de chacun, que ce soit au niveau créatif, au niveau technique, au niveau encouragement aussi, parce que je disais à tout le monde au début, il y a une ligne 911 photo, hein? On est dans un projet de création sur plusieurs mois.
inévitablement, on a un creux de vague à un moment donné, on a un doute, on regarde nos images, on a l'impression qu'on les a trop vues, que ça n'intéresse plus personne. Donc, tout ça, le groupe est là pour le supporter et je suis là pour justement aider les gens à arriver à bon port avec leur série. Ben, merci Marie-Claude. Merci. Alors, je fais ici une petite pause, puis je vous montre ici ce qu'on appelle un verre de vin. Hein. On est dans un vernissage. Normalement, à ce stade-ci du vernissage, j'ai fini de passer le cabaret puis le verre de vin à tout le monde. Alors, si vous avez votre verre de vin, si vous avez votre tasse de thé ou vous levez votre pouce pour encore féliciter tous nos artistes qui sont là, puis je vous amène dans la suite des choses tout de suite avec le projet de Jean-Pierre Bonin-Plat, faites-vous-en pas, c'est pas parce que vous allez avoir bu votre gorgée de vin que vous allez voir les images que vous allez voir là. Jean-Pierre, il fait ça, lui, sans vin. Si Jean-Pierre nous a appelé ça un visage à deux faces, en fait, on aurait pu dire un visage à deux photos, mais tout en étant une seule photo. On appelle ça de la pareidolie. Hein? Il nous a appris ça pour la plupart, donc ce mot-là, qui fait que l'humain voit des formes reconnaissables dans toutes sortes de choses, mais il n'y en a pas beaucoup qui les voient d'avance. Jean-Pierre, plutôt que de voir simplement une forme dans un nuage ou dans un lieu, il va s'imaginer que c'est une partie de l'image, que c'est peut-être une partie d'un visage, et si on mettait la photo directement dans un miroir, on verrait la deuxième partie. Donc, son miroir, ben, il l'a fait en apposant la même image, mais inversée. Donc, ça devient les deux parties du visage. Donc, ces rencontres ben, créent des visages uniques, mais multiples aussi. Parce que là, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il nous montrait des images, il nous faisait entrer dans un monde tout à fait étonnant de visages formés par la même photo qui se rencontre dans le miroir. Mais comme il nous le dit, bienvenue dans votre univers perceptuel. Parce que à chaque fois qu'il nous montrait une image, on ne voyait pas le même visage, puis parfois on en voyait plus qu'un dans ces images. Alors, plongeons par la première qui va vous donner le ton. Quand Jean-Pierre il voit une courbe et un rond, lui il voit la moitié d'un visage. Il voit un œil et une bouche. Et il plonge et quand il arrive chez lui, ben, un peu comme Valérie, il a fait des dizaines, des centaines d'images en se disant « Ah, ça devrait aller. Ça devrait faire une image. Ça devrait faire un visage. » Et parfois, il y en avait plus qu'un. Là, on a des petits visages. Des fois, on a des grands visages. On a des deux grands yeux. Et chacun, il voyait des choses différentes. Et parfois, dans le même groupe, avec la même photo, on pouvait être 4 à table, avoir d'autres visages que les autres ne voyaient pas, et même que Jean-Pierre n'avait pas vu. Ici, certains voient l'espèce de grand personnage de Star Wars avec ses yeux là, exorbités, puis d'autres voyaient des petits visages dans des petits détails de la tranche du milieu. Donc, que ce soit du bois, que ce soit de l'eau, que ce soit de la neige, Jean-Pierre, il voit des choses qu'on ne voit pas. Et il les ramène chez lui, et là, il essaie de lui donner, de voir lequel a le plus de caractère, lequel a le plus de force, lequel a le plus de sourire, lequel a l'air le plus méchant. Donc, chacun de ces jeux d'images, de superposition, toujours avec une même image, mais qui est reproduite à l'envers, on arrive avec cette espèce de ligne au milieu, on a l'impression que c'est le milieu du visage, le milieu d'un lieu. On va avoir toutes sortes de personnages qui vont apparaître. Et comme Jean-Pierre nous le disait, si on pouvait mettre ces images-là en grand format au mur, probablement qu'on pourrait passer devant à tous les jours pendant un mois, puis régulièrement, on verrait de nouveaux visages apparaître qu'on n'a pas vu la fois précédente ou que notre confrère de travail voit différemment. C'est des images qui méritent qu'on y prenne le temps, qui ont beaucoup de plure, beaucoup d'épaisseur. Puis il y en a tout à coup qui sont frappantes tout à coup. Alors, jeu d'eau, jeu de nuages, vous plongez dedans et tout à coup, les personnages apparaissent.
Donc, on est à la frange de la photo. On repousse les limites. Et on repousse les limites de l'imaginaire du spectateur aussi, ce qui est un grand plaisir parce que tout le monde, hein, si on fait de la photo, il y a des bonnes chances que c'est pour qu'elle soit vue à un moment donné par quelqu'un. Alors, toutes les saisons sont les saisons Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, si tu veux nous parler un peu de ton expérience, de ton, comme tu dis, d'avoir montré tes images au groupe et comment le feedback se passait pour toi. Oui, ben, ce que je peux dire, en fait, c'est que la première expérience que j'ai faite visait, ça a été une photo prise aux îles de la Madeleine à partir d'un bateau. Puis j'y ai vu quelque chose, mais c'était comme difficile à exprimer. Puis finalement, en jouant avec Photoshop et en accolant 2 demi-photos ensemble, ça m'a fait apparaître un personnage. Et à partir de là, ben, j'ai multiplié les essais. Puis j'avais un petit peu laissé ça de côté jusqu'à ce que Feu Vert apparaisse. Puis là, pour moi, c'était comme, voilà l'occasion de plonger dans cet univers-là. Tu l'as bien dit tantôt, je n'ai pas toujours plongé avec enthousiasme, mais j'ai eu une période de down là, où vraiment je me demandais qu'est-ce que je faisais avec ça. Et puis c'est revenu parce que la régularité des rencontres, ça force un peu la productivité et je ne le regrette absolument pas. Mais c'est vrai que ça m'étonne de voir que les gens voient des choses que moi je ne vois pas. Et vice-versa, probablement. Puis c'est là, dans un cas comme le tien, c'est très évident, mais ce qu'on se rend compte quand on montre nos photos ou qu'on fait des expositions, c'est que souvent les gens voient des choses dans nos images ou ressentent des émotions qui ne sont pas nécessairement celles que nous, on avait quand on a pris la photo. Et c'est la magie de la photo, c'est qu'à partir du moment qu'elle existe, qu'elle est faite et qu'on la dépose, bon, sur un mur ou comme là, dans un fichier qu'on peut montrer à des gens, ben, elle est rendue libre, la photo. Elle peut quitter son maître et prendre une autre voie qui va correspondre au spectateur. Oui, c'est un fait. Je vais probablement mettre un certain nombre en ligne parce que, à mon sens, ça vaut la peine de s'arrêter et de souvent voir les mini-personnages qui sont au point de fusion, là. C'est-à-dire qu'il y a la grande face qu'on voit immédiatement, ou peut-être. Puis après ça, ben, il y a dans la ligne centrale, souvent, c'est là que ça se multiplie. Là. Alors, soyez attentifs, hein, notez bien Jean-Pierre Bonin, vous irez voir sa page Facebook. Je vais laisser sur Facebook. Tu vas les mettre, Jean-Pierre, ou… Je vais les mettre, je vais en mettre sur Facebook et sur Flickr. De temps en temps. Good. Ouais. Bien, merci, ça a été un plaisir de nous faire voyager et nous faire imaginer ce monde et ses personnages. Je pense que la prochaine fois que quelqu'un fait un film de science-fiction, il devrait passer de voir pour créer ses personnages. Merci. Ouais. Oups, excuse-moi. Je disais merci beaucoup à tous et toutes. D'accord. Alors, on va poursuivre avec un autre univers. Tantôt, on a commencé avec des réflexions réfléchies de Julie Guiberteau. Ici, Isabelle, elle est partie sous un ciel qui était sous l'eau, lui. Qu'est-ce qu'il faisait sous l'eau, ce ciel-là? Ben, en fait, elle était sous un ciel plein d'eau. Elle marchait sous la pluie, des grandes flaques d'eau partout. Puis Isabelle, ben, c'est pas une amoureuse de la pluie. Contrairement aux gens qui font mon projet, une fois par année, je fais un projet qui s'appelle « Jour de pluie ». Il faut que toutes les photos soient faites sous la pluie. Donc, c'est pas la tasse de thé d'Isabelle, mais quand elle se promenait avec son parapluie, elle a remarqué des paysages dans les flaques d'eau qui étaient tout à fait étonnants. Parce que la flaque d'eau n'était pas nécessairement un miroir tout propre, là. Alors, elle a commencé à découvrir des scènes intrigantes là-dedans. Elle se demandait comment les présenter. Donc, mais elle s'est mise à faire des photos. Au Canal de la Chine, Bassin-Pile, bon, jusqu'à Sherbrooke, où elle va régulièrement. Puis, elle s'est mise à créer des paysages au ciel dramatique, mais c'est que quand elle arrivait chez elle, elle prenait l'image et elle la faisait pivoter de 180 degrés pour ramener ce qui était à l'envers à l'endroit. Et ça donnait des images où
dans cette série d'images-là où le monde retournait à l'envers, comme quand on faisait au tout début de la photo, il y a 200 ans, on voyait l'image à l'envers sur le verre dépoli. Maintenant, on a installé nos appareils depuis qu'on est jeune. Il y a un jeu de miroir qui fait qu'on voit l'image à l'endroit, mais en réalité, elle apparaît à l'envers. Donc, Isabelle nous a ramené ces images qu'elle prenait à l'envers, mais là, par la magie de sa post-production, où elle aurait pu faire la photo simplement, la tourner à l'envers avant de la poser sur le mur, on voit le monde à l'envers. C'est-à-dire que le début de la flaque d'eau est en haut, puis le bas est en bas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça devient des paysages avec des ciels, avec tout ce qui flotte dedans, ce qui flotte dans l'eau. Alors, voyons voir où ça nous amène, ces ciels étonnants d'Isabelle. Bon, en plus, il suffit d'un petit vent, hein, un petit mouvement dans l'eau. Là, l'objet devient un petit peu vibrant. Il y a une espèce de mystère. Parfois, on dirait de la brume. Parfois, on dirait des objets, des voiliers d'oiseaux. Oups, ici, c'est encore plus intriguant. Qu'est-ce qu'il y a dans ce ciel craquelé? On peut avoir l'impression qu'on prend des photos au travers une vitre, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment la surface de l'eau qui va créer ces mouvements. Ici, on pourrait penser à des grands cirrus, des grands nuages élancés, quand dans le fond, c'est le fond de l'eau, le béton qui est là, ou les algues. Une ville en construction, mais ça va être très fluide comme construction. Comme quoi, le regard de la photo, ici, c'est ce qu'on appelle des photos straight. Là. Je vois quelque chose, je le prends en photo et clac. Par la suite, je vous la présente à l'envers. Et tout le monde, tout se transforme. C'est fou comment, quand on présente des projets comme ceux-ci, les gens, tout de suite, ont le mot Photoshop à la tête. Ah, ça doit être photoshopé. Tu as tout reviré ça à l'envers, tu as pris un ciel ailleurs, tu as trafiqué tes photos, tu as fait des affaires. Dans le fond, les gens ne se rendent pas compte comment l'observateur, le photographe, a beaucoup plus d'impact sur l'image qu'on peut le croire et la façon qu'il va choisir de le présenter. Et de là, tout l'art de la photo. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de rendre l'image un peu plus contrastée, un petit peu plus forte, mais l'image telle que Isabelle nous les présente sont ce qu'elle voyait dans son viseur. Si elle avait eu la tête en bas. C'est plutôt les photos qu'elle nous présente, la tête en bas. Oui, et faites l'exercice la prochaine fois que vous êtes devant une flaque d'eau, un étang ou le canal, tournez-vous de côté puis mettez-vous la tête en bas, vous allez voir les photos d'Isabelle. Vous allez voir cette espèce de rapport inversé du monde. Et qu'elle nous a fait voyager dans ces ciels pendant toute cette année. On en était en train de devenir amoureux des ciels orageux, des ciels douteux et des objets qui flottent dans l'eau pour garnir tous ces ciels. Alors, Isabelle, oups, attends, il faut que je te retrouve dans le groupe ici. Oui, elle est ici, Isabelle, voilà. Bonsoir tout le monde. Alors, si tu nous partageais comment cette surprise de promenade sous la pluie est devenue tout à coup un projet créatif comme ça? Oui, vraiment, j'ai trouvé ça très stimulant de trouver ces images-là parce qu'en fait, c'est des images principalement prises pas loin d'où est-ce que j'habite, donc près du canal de la Chine. Donc, c'est des lieux, des immeubles, des endroits que je vois presque tous les jours. Mais là, je les voyais d'une façon différente, avec le reflet sur l'eau. Donc, je me suis amusée à faire pivoter les images pour que le fond de l'eau devienne un ciel avec les immeubles en bas. Donc, c'était changement de voir tout mon environnement comme ça. Donc, bon, aussi, j'étais confinée comme tout le monde, donc j'étais restreinte un petit peu. Donc, je me suis promenée, mais ça m'a permis justement de voir où est-ce que j'habite d'une façon différente. Puis avec le groupe aussi, c'est motivant de savoir que j'ai des photos à faire pour les partager, de voir les gens qui commentent. C'est très constructif, c'est très positif comme activité. Oui, et comment ces éclats dans ces ciels, puis souvent on dit que
une des qualités des photographes, c'est d'être capable de faire du beau avec du laid, de nous montrer tout ce qui est là et de lui rendre un cachet. Puis là, ben, on est sûrement dans des surfaces d'eau où tu n'avais pas nécessairement le goût d'aller te baigner. Non, c'est ça que j'ai même su dans mes lectures que le canal de la Chine est un des cours d'eau les plus pollués de l'Amérique du Nord. Ah ben tiens. Alors, idéal pour la photo inversée. Oui, c'est ça. Il y a plein de choses dans ça. Donc, le plaisir de faire de la photo, c'est de transformer notre regard pour notre grand plaisir, tout à fait. Oui. Merci Isabelle. Merci à vous. Alors, donc, cette belle série de nos 7 exposants, bon, là, je vais encore essayer de faire ma petite manœuvre de tantôt. Soyez patients. Je vois que, écoutez, tout le monde est avec nous depuis le début, attentif à la série, même si on s'est promené un petit peu plus tard. Il faut que j'aille voir comment je peux faire ça, madame. Je veux peut-être arrêter. Ce que je vais faire, en fait, on va le faire autrement. Comme la plupart du monde, vous voyez en très grand, vous voyez un peu tout le monde qui est là. Alors, tantôt, on a essayé une chose, ça a plus ou moins été, mais tous nos artistes, quand on est dans une salle, ce que je demande au public, ben, c'est de souligner ce qu'ils ont apprécié, soit en levant leur pouce, soit en applaudissant. Alors, je vais faire la trame sonore, puis je vous invite dans vos images à venir applaudir nos artistes avec nous. Donc, merci à vous tous pour la surprise que vous nous faites. Hop, il y a quelqu'un qui nous a mis des mains qui clapent. Bon, ça existe aussi. Alors, voilà, ça, c'est la limite de la technologie. On a essayé de faire un concert d'applaudissements tantôt, puis c'est pas tout à fait réussi encore. Il faut dire que les projets que j'anime depuis plusieurs années, se font normalement en salle et l'ambiance qu'on crée dans les salles fait que la centaine de projets et plus que j'ai exposés depuis une quinzaine d'années, de groupes que j'ai montés, donne la part belle aux photographes et renvoie le feedback du public à ces photographes-là. Et ça fait quoi, à peine 2 mois qu'on commence à pouvoir le faire, à trouver des façons de le faire en ligne. Mais l'avantage qu'on a trouvé, c'est que peut-être parmi vous ici, il y a peut-être des gens de Québec, de Trois-Rivières, de Sherbrooke, qui seraient peut-être pas venus voir l'exposition à Belleuil. Donc, on est content de pouvoir transformer, se servir de cette nouvelle plateforme, de ce nouveau site. Et là, ben, je vous invite à, je vais ouvrir le clavardage. Donc, vous pouvez, sur votre clavier, nous écrire un commentaire pour les participants. Puis ceux qui sont photographes et qui ont des questions, comment ça a été fait, qu'est-ce qu'il y a là, ben, je vous en prie, posez vos questions. Je vais les lire et je vais les partager en ligne dans quelques minutes. Le temps que les commentaires et les questions rentrent, je vais juste vous dire que pour les amateurs de photos, ben, il y a cette année, pas cette année, on va être rendu en 2021, il y aura en juin une vacance photo-créativité qui est ouverte à tous. Donc, vous pouvez venir passer du temps, une semaine à faire de la photo, que ce soit en juin à Métis-sur-Mer ou en octobre à l'île Verte. On respecte les règles de distanciation, on est sur le terrain, le logement, la bouffe va toujours être faite dans la mesure des règles. Évidemment, si les règles s'assouplissent, on va être bien heureux aussi. Mais c'est possible, comme on a fait cette année dans Charlevoix, au mois d'octobre, une vacance photo où on était 14 participants. Ça a été un vrai bonheur et tout le monde est sorti de là rempli du plaisir de faire de la photo tout en étant très respectueux. Et ceux qui aiment mieux, ben, tout de suite faire de la photo dès cet hiver, il y aura un projet qui s'appelle les explorations de photos en bouquet, ça s'appelle Tout en fleurs. Donc, en 2 rencontres qui se font sur Zoom, théorie une semaine et 2 semaines après, retour sur les photos avec du support technique entre les deux si besoin. Donc, ça, c'est ouvert à tous. C'est sur Photographie tous azimuts dans Photo Tout en fleurs. Mais ceux qui ont vraiment besoin d'aller jouer dehors, là, ils ont besoin de s'aérer, comme nous disait Robert en début, bien, il y a le kilomètre photo d'hiver. Pour qui la Montérégie est accessible, ben, c'est 7 semaines. On fait chaque semaine une sortie thématique dans des lieux. On va aller du côté de Mont-Saint-Hilaire, Saint-Bruno, Sorel-Tracy. On va même faire une petite incursion dans le Vieux-Montréal. Et à chaque semaine, il y a un thème. Et sur le site, ben, on a de l'espace, on peut être distancié. Si on a des questions techniques, ben, on met le masque et on peut échanger. Et ensuite, on fait un visionnement de nos photos
sur Zoom, donc un peu comme on a fait ce soir, mais en partage là, avec les gens qui ont participé à l'événement. Donc, dans les deux cas, ben, c'est sur françoisgagnonphotographe.com ou sur photographietousazimuts.com sous François Gagnon, les différentes activités dont je vous ai parlé et celles qui s'en viennent. Alors, je passe donc je vais ouvrir la fenêtre de clavardage. Voilà. Alors, donc, les commentaires qui nous sont arrivés. Donc, Michel Langlois qui dit « Amaryse, bon, c'est vraiment superbe ta série de surimpression, de multi-impression. Et qui dit à tout le monde, ben, très intéressant aussi. Question pour Isabelle Parisella. Quels étaient les réglages de l'appareil? Bon, ouverture ISO pour obtenir de telles images. En fait, je vais faire une portion de la réponse, Isabelle, puis je te laisse le micro. Il n'y a pas de réglage d'appareils qui font une photo. C'est la lumière qui est sur place qui va nous déterminer qu'est-ce qu'on fait. Donc, qu'on fasse une photo d'une réflexion ou qu'on fasse une photo d'un bâtiment, ben, il faut composer avec la lumière qui est là, ce qui est notre pose-mètre. Par la suite, on peut choisir de sous-exposer ou de surexposer, mais on n'a pas un réglage clé ou un ISO clé. Mais Isabelle, comme tu as, sauf quand je disais aux gens, si vous travaillez sous la pluie, ben là, ça prend des ISO élevés. Mais ce n'est pas le cas d'Isabelle. Alors, Isabelle, est-ce que pour toi, est-ce que l'ouverture, la vitesse ou le ISO avaient un impact important sur tes images? Je dirais que pour l'ouverture, je n'avais pas vraiment une grande ouverture. C'était plutôt, peut-être, mettons, j'allais rarement en bas de 5 parce que je voulais que ce soit net. Je n'étais pas super proche du plan d'eau. Donc, je ne voulais pas que ce soit trop grand pour ne pas avoir de flou parce que déjà, avec le reflet du vent, tout ça, c'était déjà un petit peu flou. Donc, je voulais que ce soit assez net. Donc, l'ouverture, c'était peut-être autour de 8. Donc, mon ISO, je ne sais pas d'avoir shooté à un ISO supérieur à 1000. Là. Vraiment, peut-être autour de 600, 800, quelque chose comme ça. Mais comme François a dit, c'est vraiment selon l'éclairage du moment. C'est ça. Donc, moi, c'était surtout au printemps, l'été. Donc, l'éclairage était quand même adéquat. Je n'avais pas de problème de lumière. Donc, pour la vitesse, c'était pas bas non plus. La vitesse, c'était peut-être autour de 100, 125, quelque chose comme ça. Alors, dans le fond, c'est comme quand on est... C'est de dire des choses fixes parce qu'il y a tellement de conditions qui font varier les réglages. Tout à fait. Tout ce qu'on veut, c'est une image qui sera pas, qui va être nette. Donc, ça prend une vitesse qui sera pas floue si on a l'appareil en main. Donc, on veut pas être une vitesse trop lente. Les ISO, maintenant, on peut être à 100, à 1000, à 2000. Bien malin, celui qui peut voir la différence. Nos appareils sont tellement performants aujourd'hui. Donc, s'il fait sombre, on monte beaucoup nos ISO. S'il fait clair, on peut les baisser beaucoup. Puis, ben, dans le cas des réflexions d'Isabelle, ben, il n'y a pas une grande profondeur de champ, c'est une réflexion. Donc, c'était pas majeur non plus. Alors, il faut pas penser toujours que les réglages font la photo. Vous pouvez passer votre vie à courir après les réglages puis imiter les réglages des grands photographes. Pour être franc avec vous, depuis 40 ans que je fais de la photo, j'ai jamais donné les réglages que je fais sur mes photos parce que ça ne dit pas, ça ne donne pas une recette. Ce qui va donner la recette, c'est le coup d'œil. C'est le fait d'inverser l'image après. C'est le fait d'être attentif à ce qu'il y a devant nous et comment on va le cadrer qui va faire vraiment la grande recherche. Donc, recherchez plus au niveau de la créativité que des réglages, Joanne, et vous allez vous alléger un petit peu de tout ça pour faire les photos qui vous plaisent. Oui, oui Isabelle? Oui, c'est ça, je veux dire aussi que parce qu'avec le post-traitement, on peut quand même, ça peut aider beaucoup ça pour l'exposition, tout ça. Donc, ça aussi, ça aide. Donc, même si les réglages sur le moment ne sont pas 100% corrects, on peut quand même faire quelque chose avec le post-traitement. Et pour les gens qui ont qui pensent trouver les réponses dans les ISO et dans les ajustements, je vais vous dire simplement, profitez du fait que vous avez des cartes qui peuvent contenir 1000 photos et faites-en plusieurs, puis vous allez vous-même faire vos déductions. Faites ce qu'on appelle du bracketing ou de la fourchette. Prenez une photo normale, une sous-exposée, une surexposée. Allez voir ce que ça donne vous-même avec le site où vous êtes, le sujet qui vous intéresse, et vous allez apprendre beaucoup plus que d'essayer de lire les informations techniques d'une autre photo. Je vois Jean-Pierre à l'écran.
ben Jean-Pierre qui fait de la photo aérienne, ben lui, il a besoin de vitesse pour faire ses photos aériennes. Mais dans les cas de paysage, de photos d'Isabelle, de Maryse et tout ça, c'est pas l'ajustement technique qui va faire la grande différence. Magnifique, France qui nous dit c'est magnifique de Victo. Donc, merci d'avoir été là avec nous ce soir. Mercedes qui dit comment réaliser la surexposition comme Maryse. Bravo à tous. Ben, il faut aller trouver l'ajustement sur notre appareil. Tiens, Marie, je te laisse la parole. Oui. Ben, c'est une fonction qui existe dans beaucoup d'appareils. Mon appareil, c'est un Olympus. Mon Dieu, OMD. C'est quoi que j'ai donc? C'est un OMD, ton Olympus. Un OMD, lequel? Le 5 ou le 10? Je me rappelle plus. Tous les Olympus l'ont comme fonction. OK. Puis donc, c'est dans les menus à quelque part. Ça s'appelle multi-exposition ou surimpression ou double impression ou des choses comme ça, superposition d'images. Et c'est vraiment la fonction où on va, sur le terrain, prendre une photo et tout de suite après, prendre une deuxième photo, puis elle s'empile une par-dessus l'autre, ça en vient une. Dans l'Olympus, c'est 2 photos. Il existe, je pense, dans les Canon, les Nikon, tu peux aller jusqu'à 10, 11, 12 photos superposées. C'est de la job. Moi, j'aime bien avoir juste 2 puis être capable de composer, mais ça existe avec plusieurs photos. Donc, c'est vraiment une fonction qui est dans l'appareil directement, où je pense qu'il y a peut-être quelques appareils que tu peux downloader une application pour l'ajouter s'il n'est pas déjà dedans. Mais beaucoup d'appareils qui sont récents ont ça à l'intérieur. Donc, en se mettant dans ce mode-là, après ça, tu peux faire tac, tac, 2 photos ou tac, 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 3 photos ou 4 photos, puis ça devient un seul fichier. Puis on s'amuse avec ça. C'est de l'essai-erreur. C'est ça, une paraît trop, l'autre pas assez. Fait qu'on s'amuse avec ça. Oui, puis comme dit Maryse, puis comme le dit plusieurs des participants ce soir, beaucoup de photos pour arriver à sortir les 12, 15 photos qu'on vous a montrées ce soir de chacun. Faut remettre sur le métier et retourner. On a aimé quelque chose, ça ne donne pas le résultat qu'on veut, on y retourne un autre jour. La lumière est différente. Donc, c'est vraiment de la pratique. Et c'est ça qu'un projet comme le projet Feu Vert fait, c'est que ça nous oblige, ça nous incite à revenir et à en faire plusieurs et souvent pour arriver à nos résultats. D'ailleurs, juste un petit chose que j'ai découvert cette année par rapport à la multi-exposition, c'est que des appareils, la plupart des appareils qui ont moins de 10 ans ont ce type de fonction-là. Mais il y a certaines compagnies qui, dans leurs appareils d'entrée de gamme, ne le mettront pas pour vous tenter d'en acheter un plus performant. Mais curieusement, les appareils professionnels que vous allez payer les plus chers, les boîtiers à 2500, 3000, 4000 $, souvent, vous ne l'avez pas. Parce qu'ils vont considérer que c'est un jouet, que c'est une affaire pour s'amuser, qu'un professionnel n'a pas de besoin de ça, et ils ne le mettront pas. Alors, il y a quelqu'un dans mon groupe qui disait « Hey, je viens de changer de boîtier, j'ai acheté quasiment le plus cher de la gamme de Canon, je ne l'ai pas, je peux pas faire de surimpression. » Donc, faut aller voir en magasin ou aller voir sur le site de votre appareil, de votre marque, et demander si c'est possible de faire plus d'une impression avec votre modèle. Merci pour la question. De Julie, merci à mes compagnons de voyage pendant toute cette année particulière. Bravo à tous. Donc, c'est Julie Guiberteau qui félicite ses partenaires de voyage. Oui. Bertrand qui dit très intéressant vernissage. Merci Bertrand. Merci pour ce partage et bravo à tous et à toutes pour votre inspirante créativité. Oui, ben, tout à fait. Et j'endosse cette chose, Bertrand. Robert Emery qui dit félicitations à tous et toutes, que de créativité. Et oui, monsieur. Et le fait de participer à un projet comme ça, comme il y en aura un autre l'année prochaine, ça sera annoncé bientôt. Bien, suivez sur mes pages, bon, que ce soit françoisgagnonphotographe.com ou sur tous ces immeubles, bien, vous allez voir à un moment donné des projets Feu Vert ou comment créer une série en photo. Isabelle Pelletier qui nous dit superbe projet, félicitations à tous les artistes. Joanne qui dit merci beaucoup pour la réponse. C'est une première présence pour Jocelyn Morin. Présentation très appréciée et inspirante. Merci aux créateurs. Tout à fait. Ben, je les félicite aussi. Exposition avec des thèmes très originaux. Oui, monsieur. Non, je ne suis pas monsieur, c'est Edith, excusez-moi. Merci à toutes les participantes et participants avec un beau grand sourire.
Michel Leblanc, peut-on faire la surexposition en RAW ou c'est en JPEG? Je ne crois pas que ça fasse de différence. C'est une fonction qui est dans l'appareil. Vous pouvez essayer d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas de problème. Rénal, oui, Isabelle? Attends une seconde, je réactive, oui. Est-ce que j'ai. Oui, c'est ça, vas-y. C'est bon, comme ça, je pense que je vais parler, OK. Je voulais dire pour la superposition, moi, j'ai remarqué sur mon boîtier, moi, j'ai le boîtier Fuji avec la fonction surexposition. J'ai remarqué que lorsque je la mets en fonction, c'est des fichiers JPEG qui se prennent. Oui. C'est possible de le faire avec des fichiers RAW, la surexposition. C'est une bonne question. Dans le fond, c'est rien d'aussi simple que de faire un essai en RAW puis faire un essai en JPEG et vous allez voir si ça fonctionne. Mais en principe, un fichier. C'est ça. Est-ce qu'il l'a converti probablement pour faire une deuxième photo? Alors, merci Michel pour la question. Rénal, très belle créativité. Félicitations à tous les participants. Merci d'avoir organisé une deuxième présentation. Ben oui, et on ne voulait pas que ça manque à nos participants. Puis effectivement, on a fait le pari, mais si on avait ouvert une seule présentation, ben on aurait eu plus de 100 participants ce soir. Alors, on aurait refusé du monde à la porte, comme on dit, ce qui aurait été frustrant. Mercedes qui dit « J'ai un Fuji X-T2, je vais vérifier si j'ai la multi-exposition. » Oui, je crois que chez Fuji, je crois qu'ils appellent ça un autre. Est-ce qu'ils appellent ça multi-exposition aussi, Isabelle? Ou si c'est... Bonne question. Ah, excuse, tu n'as pas de micro? Oui, vas-y. Moi, en fait, c'est sur le boîtier, mais ce n'est pas un mot. En fait, c'est comme deux petits carrés qui se superposent. C'est sur la molette qui est à gauche. OK, donc c'est directement sur la molette. C'est ça, c'est sûr que d'une marque à l'autre, ça va être très variable. Puis c'est comme je vous dis, ce n'est pas universel sur tous les boîtiers. France qui dit très intéressé par le projet Feu vert. Ben, France, il faudra juste, tu peux m'écrire, puis les dates vont sortir bientôt pour le projet Feu vert qui va commencer quelque part au mois de mars. Donc, ça sera un plaisir. En fait, c'est France SSD. Je ne sais pas si ça doit être, en tout cas, je ne sais pas le nom de famille, mais voilà pour France. Michel Leblanc qui dit merci pour la réponse. Monsieur ou Madame Giroux, merci à tous les artistes pour ce beau voyage photographique. Et Michel Leblanc qui dit merci, c'est très apprécié. Et c'est France Paradis là, qui me dit. Donc, ben oui, France, il faudra juste m'écrire sur mon adresse ou la même adresse sur laquelle vous avez réservé pour la rencontre de ce soir. Puis je me ferai un plaisir de vous faire suivre les dates. Alors, c'est ce qui conclut notre soirée. Sachez que si le prochain vernissage, ben, on mettra les heures un peu plus tôt en ayant deux groupes pour faciliter la vie à tout le monde. Mais merci d'avoir été là avec nous et passer une belle saison de prise de vue. Bravo à tous, bravo à tous les gens qui sont venus nous visiter et qui sont venus à l'exposition ce soir. Ça a été un grand plaisir et on vous embrasse tous. Voilà, bonne fin de soirée tout le monde. À la prochaine.